Le papier tremblait entre ses doigts, comme une feuille d'automne prête à s'envoler. Léontine Marchal fixait le document officiel posé sur la table, en formica usé du petit café de Marseille, divorce prononcé. 2 mots qui auraient dû libérer son cœur, mais qui ne faisaient que creuser un vide immense dans sa poitrine. Autour d'elle, les conversations bourdonnaient, les tasses s'entrechoquaient, la vie continuait son cours normal. Mais elle, à 26 ans, avait l'impression de flotter dans un monde devenu soudain trop grand, trop bruyant, trop réel. Léontine, la voix douce la ramena à la surface. Théophile Charbonneau était assis en face d'elle, ses yeux noisettes emplis d'une inquiétude qu'il tentait de dissimuler derrière un sourire rassurant. Ses cheveux châtains étaient légèrement ébouriffés par le mistral de ce matin de novembre, et il portait ce pull en laine beige qu'elle lui avait offert pour ses 31 ans, celui qu'il mettait toujours dans les moments importants. « C'est fini », murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du brouhaha ambiant. Théophile tendit la main par-dessus la table, frôlant délicatement ses doigts crispés sur le document. Ce simple contact lui rappela pourquoi elle avait survécu à ces 3 années d'enfer. Lui, son ami depuis l'école d'architecture, celui qui n'avait jamais jugé ses choix, même les plus destructeurs. Celui qui était resté quand tous les autres avaient détourné le regard. « C'est fini », répéta-t-il avec une douceur qui lui serra la gorge. « Tu es libre, maintenant. Libre. » Le mot résonnait étrangement. Libre de quoi? De qui? Elle qui ne savait plus très bien qui elle était en dehors de cette femme brisée qu'Évaristo Beltrán avait façonnée à coups de reproches et d'humiliations. Les cicatrices invisibles sur son âme lui faisaient plus mal que n'importe quelle blessure physique. Et maintenant, la question lui échappa, fragile comme un souffle. Théophile but une gorgée de son café noir, toujours sans sucre, une habitude qu'elle connaissait par cœur, avant de plonger son regard dans le sien. Il avait cette façon particulière de la regarder, comme si elle était précieuse, comme si elle méritait d'être vue vraiment. Cela la troublait et la réconfortait à la fois. « Maintenant, tu recommences. À ton rythme. » Il marqua une pause, sembla hésiter, puis reprit d'une voix plus ferme. « Ma maison à Cassis est grande, trop grande pour moi seul. La chambre d'amis donne sur la mer, tu sais, celle où tu admirais les couchers de soleil quand on était étudiant. » Léontine sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Pas de la douleur, cette fois. Autre chose. De l'espoir, de la reconnaissance. Elle n'arrivait pas à mettre un nom sur cette émotion nouvelle qui la réchauffait de l'intérieur. « Théo, je ne peux pas. Tu as déjà tellement fait pour moi. Tu as toujours eu ta place chez moi. » Sa voix se fit plus douce, presque un murmure. « Tu le sais bien. » Le serveur, un homme âgé aux cheveux grisonnants, s'approcha pour débarrasser les tasses vides. Léontine remarqua ses mains tachées par les années, ses gestes lents et précis. La vie simple, authentique, loin des tempêtes émotionnelles qui l'avaient ravagée. Cette normalité lui parut soudain désirable. « Pour combien de temps ?» demanda-t-elle, déjà sachant qu'elle accepterait. « Le temps qu'il faudra. » Théophile se leva, laissa quelques pièces sur la table. « Le temps que tu retrouves ton sourire. » Quand il lui tendit la main pour l'aider à se lever, leurs doigts se mêlèrent naturellement. Ce geste, il l'avait en fait 1000 fois, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent. Une promesse silencieuse. Un nouveau départ qui se dessinait dans l'entrelacement de leurs paumes. Dehors, le vent méditerranéen fouettait les platanes dépouillés de la canebière. Léontine serra son manteau contre elle, respirant l'air salé qui lui piquait les joues. Pour la première fois depuis des mois, elle ne regardait pas derrière elle. « Théo ? Oui ? Merci. Pour tout. » Il s'arrêta net, se tourna vers elle. Dans ses yeux, elle lut quelque chose qu'elle n'avait jamais osé interpréter auparavant. Quelque chose qui ressemblait à « Léontine, il faut que je te dise ». Les mots étaient restés suspendus dans l'air salé, inachevés. Théophile n'avait finalement rien dit de plus ce jour-là, se contentant d'un sourire énigmatique avant de l'accompagner récupérer ses affaires dans le studio miteux qu'elle louait près du Vieux-Port. Maintenant, 3 heures plus tard, Léontine contemplait la façade ocre de la villa provençale qui se dressait devant elle comme un refuge inattendu. La maison de Théophile épousait parfaitement la colline rocheuse de Cassis, ses volets bleu lavande fermés contre la chaleur de l'après-midi. Des bougainvilliers pourpres cascadaient le long des murs, et l'odeur entêtante du jasmin se mêlait aux embruns marins. C était exactement comme dans ses souvenirs de étudiante, quand il venait ici le week-end pour fuir la pression des examens d'architecture. « Tu te souviens de cette terrasse ?» Théophile déposa sa valise usée sur les tommettes anciennes. « Tu disais que C était le plus bel endroit du monde pour dessiner. » Elle se souvenait, surtout, elle se souvenait de lui.
assis à côté d'elle, corrigeant patiemment ses plans de façade en buvant du thé à la menthe. Il sentait déjà cette eau de toilette boisée qu'il portait encore aujourd'hui, celle qui lui donnait envie de fermer les yeux et de respirer plus profondément. « Tout qui était avant », murmura-t-elle en effleurant la balustrade de pierre chaude. « Avant Évaristo, avant que sa confiance en elle ne s'effrite, pierre par pierre, sous les critiques incessantes et les colères sourdes, avant qu'elle n'abandonne ses carnets de croquis et ses rêves d'architecture d'intérieur pour devenir cette ombre silencieuse qui acquiesçait à tout. » Théophile s'approcha d'elle, ses pas discrets sur les carreaux de terre cuite. Il ne dit rien, mais elle sentit sa présence comme une couverture chaude un soir d'hiver. Cet homme avait le don de comprendre ses silences mieux que quiconque n'avait jamais compris ses mots. « La chambre est prête », finit-il par dire, désignant une porte-fenêtre ornée de rideaux en lin blanc. « J'ai changé les draps ce matin. Ils sentent la lavande. » Cette attention la troubla. Quand avait-il eu le temps de préparer sa venue? Quand avait-il anticipé qu'elle accepterait son invitation? Une part d'elle se demandait depuis combien de temps il espérait ce moment. Elle poussa la porte de la chambre et retint son souffle. La pièce était baignée d'une lumière dorée qui filtrait à travers les persiennes entrebâillées. Un lit en fer forgé blanc trônait face à une large fenêtre donnant sur la mer, et sur la table de chevet, un petit bouquet de lavande fraîche parfumait délicatement l'atmosphère. Mais ce qui la bouleversa le plus, était le chevalet installé près de la fenêtre, avec une toile vierge qui attendait patiemment. « Théo, tu peignais, avant. » Sa voix était douce, presque timide. Je me suis dit que, peut-être, elle se tourna vers lui, le cœur battant. Personne ne se souvenait qu'elle peignait. Personne sauf lui. Évaristo avait toujours trouvé ses toiles puériles et sans intérêt, jusqu'à ce qu'elle range définitivement ses pinceaux au fond d'un placard. « Je ne sais plus », avoua-t-elle, les yeux fixés sur la toile immaculée. « On a le temps. » Il s'adossa au chambranle, les mains dans les poches de son jean délavé. « On a tout le temps du monde. » Le reste de l'après-midi écoula dans une douceur ouatée. Théophile lui fit visiter la maison, comme s'il la découvrait lui-même. La cuisine aux poutres apparentes, où il préparait ses légumes du marché, le salon aux murs tapissés de livres d'architecture et de romans, le bureau, où ses plans étalaient sous la lumière nordique d'une grande verrière. « Tu travailles sur quoi en ce moment ?» demanda-t-elle, en caressant du doigt le papier calque d'une esquisse. « Une maison de retraite à Aix, rien de passionnant. » Il haussa les épaules. « Mais les résidents méritent de la beauté, eux aussi. » Cette phrase lui alla droit au cœur. Théophile avait toujours eu cette façon de voir la grâce dans l'ordinaire, l'extraordinaire dans le quotidien. Était ce qui l'avait attiré vers lui dès leur premier cours, cette capacité à transformer le fonctionnel en poétique. Le soir tomba lentement sur les calanques. Ils dînèrent sur la terrasse d'une salade de tomates du jardin et de tapenade maison, accompagnés d'un rosé de bandole que Théophile déboucha avec des gestes précis. La conversation coulait naturellement, ponctuée de silences complices et de regards qui s'attardaient. « Léontine, me mâche ?» Elle sirotait son vin en contemplant les lumières de Marseille qui scintillaient au loin comme des étoiles tombées. « Je suis content que tu sois là. » Quelque chose dans sa voix la fit frissonner. Une gravité nouvelle, une intensité qu'elle ne lui connaissait pas. Quand elle tourna la tête vers lui, il la regardait avec cette expression troublante qu'elle avait surprise l'après-midi même dans le café. « Moi aussi », chuchota-t-elle, et pour la première fois depuis des mois, elle le pensait vraiment. Le téléphone sonna à l'intérieur de la maison, strident dans le calme du crépuscule. Théophile se leva pour décrocher, mais s'immobilisa soudain, le visage livide. Sur l'écran clignotant, un nom qu'elle espérait ne plus jamais revoir. Évaristo Beltrán. Le téléphone continuait de sonner, chaque note perçant le silence comme une lame. Léontine se figea sur sa chaise en rotin, le verre de rosé tremblant entre ses doigts. Ce nom sur l'écran réveillait instantanément tous les démons qu'elle croyait avoir laissés derrière elle à Marseille. Son cœur s'emballa, et cette sensation familière d'étouffement remonta dans sa gorge comme une marée noire. Théophile la regardait, indécis, la main suspendue au-dessus du combiné. « Ne réponds pas », souffla-t-elle, sa voix étranglée par l'angoisse. Il laissa l'appel basculer sur le répondeur. Sa voix chaude et posée résonna dans le salon. « Vous êtes bien chez Théophile Charbonneau. Laissez votre message après le bip. » Puis, cette voix qu'elle reconnaîtrait entre mille, grave, mielleuse, manipulatrice. La voix d'Évaristo. « Salut, Théophile, c'est Évaristo Beltrán. Je sais que Léontine est chez toi. Elle fait encore sa petite princesse fragile, n'est-ce pas? Écoute, on doit parler, elle et moi. Il y a des choses qu'elle ne t'a sûrement pas dites.
Des détails. Importants. Dis-lui de me rappeler. Elle a mon numéro. Le silence qui suivit le déclic fut assourdissant. Léontine avait fermé les yeux, les poings serrés sur ses cuisses. Les mots d'Évaristo résonnaient dans sa tête comme un poison familier. Cette façon qu'il avait de la diminuer, même à distance, même à travers un répondeur. Petite princesse fragile. Combien de fois avait-elle entendu cette expression, prononcée avec ce mélange de condescendance et de fausse affection qui la réduisait à néant. Léontine, la voix de Théophile, infiniment douce, la ramena à la réalité. Il s'était agenouillé près de sa chaise, ses yeux noisettes emplis d'inquiétude. Quand il posa délicatement sa main sur la sienne, elle sursauta comme si elle s'était brûlée. « Pardon » murmura-t-elle, confuse. « Je ne pensais pas qu'il... Comment il a eu ton numéro ?» Peu importe comment. Théophile se redressa, et elle perçut une tension nouvelle dans ses épaules. « Il ne peut plus te faire de mal maintenant. Tu es divorcé. Tu es libre. Libre. » Ce mot qui sonnait si faux à ses oreilles. Pouvait-on vraiment être libre quand les chaînes invisibles continuaient de vous entraver? Quand la voix de votre bourreau suffisait à vous replonger dans cet état de terreur sourde qui avait été votre quotidien pendant 3 ans? Tu ne comprends pas? Elle se leva brusquement, renversant presque son verre. Évaristo ne lâche jamais, jamais. Il va venir ici. Il va dire des choses sur moi, des choses horribles mais vraies. Et moi quoi? La question claqua dans l'air tiède de la terrasse. Théophile était rapproché, et elle pouvait sentir ce parfum boisé qui lui était si familier, mélangé à l'odeur iodée de la mer. Tu vas comprendre que je ne suis pas celle que tu crois, que je suis faible, pathétique, que j'ai laissé un homme me détruire sans résister. Les mots sortèrent de sa bouche comme du verre brisé, lacérant sa gorge au passage. Tous ces reproches qu'Évaristo lui assénait jour après jour, toutes ces vérités empoisonnées qu'elle avait fini par intérioriser. « Regarde-moi » Théophile avait saisi son visage entre ses mains, l'obligeant à plonger son regard dans le sien. Ses paumes étaient chaudes contre ses joues, et elle réalisa qu'elle pleurait sans s'en être aperçue. « Je te connais depuis 8 ans, Léontine Marchal. J'ai vu ton courage quand tu défendais tes projets face aux professeurs les plus sévères. J'ai vu ta générosité quand tu aidais les étudiants en difficulté. J'ai vu ta force quand tu as décidé de quitter cet homme qui te détruisait. » Sa voix se fit plus ferme, presque farouche. « Tu crois vraiment qu'un salaud manipulateur va m'apprendre qui tu es ?» Elle voulut détourner les yeux, mais il ne la laissa pas faire. « Il va essayer de me convaincre que tu n'es qu'une victime, une femme brisée qui s'accroche aux autres. Mais moi, je sais la vérité. Tu es une survivante. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » Quelque chose se fissura dans la poitrine de Léontine. Une douleur différente, libératrice. Comme si les mots de Théophile étaient en train de dissoudre des années de mensonges intériorisés. « Théo, ça il ne nous atteindra pas, » poursuivit-il, ses pouces essuyant délicatement ses larmes. « Parce que ce qu'il y a entre nous, il ne peut pas le comprendre, il ne peut pas le détruire. Ce qu'il y a entre nous. » Ces mots résonnèrent étrangement dans son esprit embrumé. Qu'y avait-il exactement entre eux? Cette amitié précieuse qui avait survécu à tous les orages, ou autre chose, quelque chose de plus troublant qu'elle n'osait pas nommer. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, Théophile décrocha sans hésiter, ses yeux toujours rivés aux siens. « Beltrane ?» Sa voix était glaciale, méconnaissable. « Écoute-moi bien, tu ne rappelles plus jamais ici. Tu n'approches plus jamais Léontine. C'est fini. » Un silence, puis la voix d'Évaristo, plus agressive. « Qui tu crois être, exactement? Tu ne sais rien de cette femme, rien de ce qu'elle est vraiment capable de faire. Je sais qu'elle vaut 1000 fois mieux que toi. » Théophile raccrocha d'un geste sec. Dans le silence qui suivit, Léontine réalisa qu'elle tremblait. Mais pour la première fois depuis des années, ce N n'était pas de peur. C était d'autre chose. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Les 3 jours qui suivirent s'écoulèrent dans une quiétude presque irréelle. Léontine s'éveillait chaque matin au chant des cigales et au parfum du café que Théophile préparait en bas, dans la cuisine aux poutres patinées. Elle découvrait peu à peu les rituels de cette maison, les croissants tièdes du boulanger du village que Théophile rapportait de sa course matinale, le journal La Provence qu'il lisait en silence en buvant son café noir, les gestes lents et précis avec lesquels il arrosait les géraniums de la terrasse. Il ne parlait jamais d'Évaristo. Il ne posait aucune question sur son passé, n'exigeait aucune explication. Il était simplement là, présent sans être envahissant, attentionné sans être étouffant. Cette délicatesse naturelle la troublait plus qu'elle n'osait se l'avouer. Ce matin-là, elle descendit plus tôt que d'habitude.
Théophile était debout face à la cuisinière, torse nu sous un simple tablier de lin écru, préparant des œufs brouillés. La lumière dorée du petit jour caressait sa peau hâlée, révélant les muscles fins de ses épaules. Léontine s'immobilisa dans l'embrasure, frappée par une sensation qu'elle avait cru à jamais disparue, le désir. « Tu ne dors plus ?» Il se retourna avec un sourire, ignorant visiblement l'effet qu'il venait de produire. « Les rêves » mentit-elle à moitié. En réalité, elle dormait mieux qu'elle n'avait dormi depuis des années. Mais cette nuit, elle avait rêvé de lui, de ses mains sur sa peau, de sa voix murmurant son prénom dans la pénombre. Elle s'était réveillée troublée, le cœur battant, avec cette chaleur familière au creux du ventre qu'elle pensait avoir perdue à jamais. « J'ai une idée », dit-il en déposant une assiette fumante devant elle. « Si on allait au marché de Cassis, tu pourrais choisir des couleurs, pour peindre. » L'idée de sortir de la villa la tétanisa instantanément. Et si Évaristo l'attendait dehors? Et si les gens la reconnaissaient, la jugeaient, la pointaient du doigt comme cette femme pathétique qui avait supporté 3 ans d'humiliation? « Je ne suis pas prête », murmura-t-elle en picotant distraitement ses œufs. Théophile s'assit face à elle, posa délicatement sa main sur la sienne. « Je serai avec toi à chaque instant. » Il y avait quelque chose de solennel dans sa voix, comme une promesse gravée dans le marbre. Ses yeux noisettes la fixaient avec cette intensité qu'elle commençait à reconnaître, celle qui faisait naître des frissons le long de sa colonne vertébrale. « D'accord », souffla-t-elle, avant de changer d'avis. 1 heure plus tard, il descendait les ruelles pavées du vieux Cassis, bras dessus, bras dessous. Le marché provençal S, étalé sur la place centrale dans un festival de couleurs et de parfums. Les étals débordèrent de tomates gorgées de soleil, d'olives violettes, de lavandes séchées et de savons artisanaux. Léontine humait ces odeurs authentiques, en fermant les yeux, se laissant bercer par l'accent chantant des marchands. « Mademoiselle cherche quelque chose de particulier ?» La voix la fit sursauter. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris ébouriffés et aux mains tachées de peinture, lui souriait derrière un étal couvert de tubes de couleurs et de pinceaux. « Elle peint », répondit Théophile, avant qu'elle puisse protester. « Enfin, elle va se remettre à peindre. » Le marchand hocha la tête avec approbation. « Ah, une artiste. J'ai l'œil, vous savez. Ça se voit dans le regard. » Il désigna ses tubes de peinture avec fierté. « Tout est artisanal, mélangé à l'ancienne. Quelle est votre couleur préférée, mademoiselle ?» Léontine observa la palette offerte. Du rouge coquelicot au bleu outre-mer, du jaune mimosa au violet lavande. Tant de nuances qu'elle avait oubliées, tant de possibilités qui s'ouvraient à elle. « Je ne sais plus, avoua-t-elle, émue. Prenez votre temps. » Le vieux marchand lui tendit un pinceau usé. « Fermez les yeux. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment ?» Elle obéit, le pinceau léger entre ses doigts. Autour d'elle, les bruits du marché s'estompèrent. Il ne restait que le parfum de la mer, la chaleur du soleil sur ses épaules nues, et cette présence rassurante de Théophile à côté d'elle. « Du bleu », murmura-t-elle sans rouvrir les yeux, « comme la mer d'ici, comme la liberté. » Quand elle rouvrit les paupières, Théophile la regardait avec une expression bouleversée, comme s'il venait de comprendre quelque chose d'essentiel. « Du bleu outre-mer, alors ?» dit le marchand en sélectionnant plusieurs tubes, « et un peu d'ocre jaune pour les reflets. Du blanc de titane pour les écumes. Vous allez faire merveille. » Sur le chemin du retour, les bras chargés de matériel de peinture, Léontine se sentait étrangement légère. Pour la première fois depuis des années, l'avenir ne lui semblait plus une menace obscure mais une toile vierge aux possibilités infinies. « Merci », dit-elle simplement à Théophile, tandis qu'il remontait vers la villa. « De quoi ? De m'avoir rappelé qui j'en étais. Avant. » Il s'arrêta net, pivota vers elle. Dans ses yeux, elle lut cette émotion troublante qu'elle n'arrivait toujours pas à déchiffrer. « Tu n'as pas changé, Léontine. Tu étais juste endormie. » Il tendit la main vers son visage, caressa sa joue d'une caresse infiniment tendre. « Et maintenant, tu te réveilles. » Le contact de sa paume contre sa peau déclencha une onde de chaleur qui la traversa tout entière. Leurs visages étaient si proches qu'elle pouvait compter les paillettes dorées dans ses iris, sentir son souffle tiède sur ses lèvres. Un instant, un seul instant où tout bascula. Puis le rugissement d'un moteur les ramena brutalement à la réalité. Une moto noire venait de s'arrêter devant la villa. Le pilote retira son casque, révélant un visage qu'elle espérait ne plus jamais revoir. Évaristo Beltrán était arrivé à Cassis. Le temps sembla se figer dans la chaleur étouffante de midi. Évaristo Beltrán descendit de sa moto avec cette assurance arrogante que Léontine connaissait trop bien. 35 ans, le corps athlétique moulé dans un jean noir et une chemise immaculée,
les cheveux bruns impeccablement coiffés. Il avait toujours eu cette beauté froide qui masquait parfaitement la toxicité de son âme. Quand son regard sombre se posa sur elle, Léontine sentit ses jambes se dérober. « Hola, mi amor », ces deux mots espagnols, qu'il prononçait toujours avec cette fausse tendresse possessive, la replongèrent instantanément 3 ans en arrière, dans cet appartement de Barcelone où elle avait peu à peu perdu tous ses repères, tous ses rêves, toute son identité. Théophile se plaça immédiatement devant elle, formant un rempart de sa seule présence. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je rends visite à ma femme. » Évaristo sourit, révélant des dents parfaites. « Enfin, mon ex-femme, tu sais comme les habitudes ont la vie dure. Elle n'est plus rien pour toi. » La voix de Théophile était dangereusement calme. « Le divorce est prononcé. »« Ah, le chevalier servant !» Évaristo éclata d'un rire cristallin qui donna la chair de poule à Léontine. « Tu crois vraiment qu'un bout de papier change quelque chose ? Léontine et moi, nous sommes liés pour l'éternité, n'est-ce pas, Carigno ?» Il contourna Théophile avec l'agilité d'un prédateur, s'approcha de Léontine qui reculait instinctivement contre le portail de la villa. Quand il tendit la main vers son visage, elle tressaillit comme s'il l'avait brûlée. « Ne la touche pas. » Théophile avait saisi le poignet d'Évaristo avec une fermeté qui fit blanchir ses jointures. Les deux hommes se toisèrent un instant, électriques, dangereux. « Lâche-moi, architecto !» Évaristo se dégagea d'un mouvement sec, où tu vas découvrir à quel point ta petite protégée peut être décevante. Cette insinuation venimeuse réveilla toutes les terreurs de Léontine, les secrets honteux qu'elle n'avait jamais osé confier à Théophile, les humiliations qu'elle avait subies en silence, les compromissions qui l'avaient détruite de l'intérieur. Léontine, la voix de Théophile, inquiète, lui parvint comme à travers un brouillard. Elle ne pouvait plus respirer. Les murs de la villa se resserraient autour d'elle. L'air se raréfiait. Cette crise d'angoisse qu'elle croyait avoir maîtrisée la submergeait avec une violence inouïe. « Tu vois ?» Évaristo se tourna vers Théophile avec une satisfaction malsaine. « Elle sait que j'ai raison. Elle sait qu'elle m'appartient encore. Regarde-la, pathétique. C'est ça, ta femme forte ? Ferme ta gueule. » Théophile s'agenouilla devant Léontine, prit son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. « Respire avec moi. Comme on faisait à la fac, tu te souviens, quand tu stressais avant les partiels. » Sa voix, douce et ferme à la fois, transperça le brouillard de panique. Léontine s'accrocha à ses yeux noisettes comme à une bouée de sauvetage, calqua sa respiration sur la sienne. Peu à peu, les étaux se desserra autour de sa poitrine. « Touchant !» ricana Évaristo. « Tu joues bien les sauveurs, Théophile, mais tu ne sais pas ce qu'elle a fait pour moi, les petits arrangements qu'elle acceptait pour notre couple, les concessions, intimes. » Chaque mot était une gifle. Léontine ferma les yeux, submergée par la honte. Ces moments où elle avait cédé par épuisement, par peur, par résignation. Ces nuits où elle s'était perdue pour acheter quelques heures de paix. Elle ne t'a pas dit qu'elle m'appelait encore, il y a 2 semaines ? Le mensonge coulait de la bouche d'Évaristo comme du miel empoisonné, en pleurs au téléphone, en me suppliant de la reprendre. C'est faux. Léontine se redressa d'un bond, la rage supplantant soudain la terreur. Je ne t'ai jamais appelé, jamais. Elle retrouve sa voix. Évaristo applaudit théâtralement. Dis-lui, Léontine. Dis à ton ami architecte ce que tu faisais quand tu n'arrivais plus à dormir, quand les cauchemars te réveillaient. Elle se figea. Comment pouvait-il savoir? Ces nuits horribles où elle se réveillait en sueur, haletante, avec son nom sur les lèvres. Ces réveils où la culpabilité la rongeait comme un acide. « Je rêvais de toi », murmura-t-elle, les mots arrachés de sa gorge. « Oh, mais c'étaient des cauchemars, pas de la nostalgie. Tu me terrifies encore. » Le masque d'Évaristo se fissura imperceptiblement. « Tu mens. Tu sais très bien que personne ne t'aimera comme moi, que personne ne te connaît comme moi. » Il désigna Théophile d'un geste méprisant. « Tu crois qu'il te supportera quand il découvrira tes petites manies, tes crises, ta façon de t'effacer dès qu'on hausse la voix? Il me connaît déjà. » La voix de Théophile, ferme et claire, les interrompit. Il s'était relevé, se tenait maintenant aux côtés de Léontine, leurs épaules se frôlant. « Il me connaît depuis 8 ans, poursuivit-elle, puisant dans sa présence une force nouvelle. Il connaît mes peurs, mes faiblesses, mes blessures, et il est encore là. Parce qu'il espère te mettre dans son lit, explosa Évaristo, sa façade de gentleman s'effritant. Tu crois vraiment qu'un homme peut aimer une femme brisée sans arrière-pensée? Léontine sentit Théophile tressaillir à côté d'elle. Cette accusation venait de toucher dans le mille, révélant leur non-dit, leur trouble inavoué. « Oui, dit-elle simplement, se tournant vers Théophile, je le crois.
Dans les yeux de l'architecte, elle lut une émotion si intense qu'elle en eut le souffle coupé. De l'amour, un amour pur, patient, inconditionnel, un amour qui n'exigeait rien en retour. Alors tu es encore plus naïve que je ne le pensais. Évaristo remonta sur sa moto, but son casque avec des gestes saccadés. Sa colère froide était plus terrifiante que ses éclats. Ce n'est pas fini, Léontine. Tu me reviendras. Tu reviens toujours. Il démarra dans un rugissement de moteur, disparut dans un nuage de poussière ocre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Léontine et Théophile restèrent immobiles, encore sous le choc de la confrontation. « Théo » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Je sais » murmura-t-il en la prenant dans ses bras. Et dans cette étreinte, elle réalisa quelque chose d'essentiel. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait véritablement protégée. Cette nuit-là, le sommeil fuyait Léontine comme une promesse brisée. Allongée dans le lit au drap de lin, elle fixait le plafond aux poutres apparentes en écoutant le murmure lointain de la mer. Les mots d'Évaristo résonnaient encore dans sa tête, mélangés à cette révélation troublante qu'elle avait lue dans les yeux de Théophile. De l'amour. Un amour qu'elle n'osait pas encore nommer, mais qui pulsait entre eux depuis des années, comme un secret partagé. Un bruit léger dans la cuisine la tira de ses pensées. Des pas discrets, le cliquetis d'une tasse contre une soucoupe. Théophile ne dormait pas non plus. Elle enfila un kimono de soie crème par-dessus sa chemise de nuit et descendit l'escalier de pierre, ses pieds nus silencieux sur les marches fraîches. La cuisine était éclairée par une seule lampe tamisée, créant une atmosphère intimiste dans la pénombre dorée. Théophile était assis à la table rustique, une tisane fumante entre les mains. Il avait troqué son jean contre un pantalon de pyjama en coton écru, son torse nu révélant cette peau hâlée qu'elle avait furtivement admirée le matin même. Quand il leva les yeux vers elle, elle y lut une fatigue profonde mêlée à quelque chose de plus sombre. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» murmura-t-elle en s'asseyant face à lui. Trop de pensées. Il poussa une seconde tasse vers elle. « Tilleul et miel, comme ta grand-mère te préparait. » Cette attention la bouleversa. Comment se souvenait-il de ce détail, confié lors d'une soirée d'étudiants il y a des années? Cette capacité qu'il avait de conserver précieusement chaque fragment de ses confidences la troublait autant qu'elle la rassurait. « Théo » commença-t-elle, en roulant ses doigts autour de la porcelaine tiède. « Ce qu'Évaristo a dit sur nous, il cherchait juste à te blesser. » Sa voix était rauque dans le silence nocturne. Car il sait exactement où frapper pour faire mal. Mais il n'avait pas tout à fait tort, n'est-ce pas? La question flotta entre eux comme une confession suspendue. Théophile but une gorgée de tisane, évitant son regard. Dans la lumière douce, ses traits semblaient sculptés par un artiste mélancolique. « Léontine, dis-moi la vérité. » Elle tendit la main vers la sienne, leurs doigts s'effleurant sur la table. « Depuis combien de temps ?» Il ferma les yeux, comme si cette simple question lui faisait mal. « Depuis toujours, je crois. Depuis ce premier cours d'urbanisme où tu défendais ton projet des écoquartiers avec tant de passion. Tu portais une robe jaune tournesol et tu gesticulais en expliquant comment intégrer la nature en ville. Un sourire triste étira ses lèvres. Je suis tombé amoureux de ton intelligence, de ta générosité, de cette façon que tu avais de voir la beauté partout. » Léontine sentit sa gorge se nouer. Toutes ces années où elle avait interprété sa présence constante comme de la simple amitié, il souffrait en silence, aimant sans espoir. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? » « Parce que tu étais heureuse. Au début, avec tes autres relations, puis avec Évaristo, sa mâchoire se crispa, et quand j'ai compris qu'il te détruisait, tu étais si fragile. Comment aurais-je pu ajouter ce poids à tes épaules ?» Elle se leva, contourna la table, vint se placer derrière lui. Ses mains tremblaient légèrement quand elle les posa sur ses épaules nues. Sa peau était chaude, ferme sous ses paumes. Elle sentit ses muscles se tendre à son contact. « Et maintenant ?» chuchota-t-elle contre son oreille. Il pivota sur sa chaise, leva vers elle un regard brûlant d'espoir et de désir contenu. Ses mains vinrent naturellement se poser sur ses hanches, à travers la soie fine du kimono. « Maintenant, j'ai peur de te perdre si je vais trop loin. Peur de profiter de ta vulnérabilité. Peur de être comme lui. Tu n'es rien comme lui. » Elle cueillit son visage entre ses paumes, caressa du pouce la ligne de sa mâchoire mal rasée. Dans ses yeux noisettes, elle lisait 8 années d'amour patient, de respect absolu, de tendresse infinie. Évaristo prenait. Toi, tu donnes. Évaristo exigeait. Toi, tu attends. Évaristo me diminuait. Toi, tu me révèles à moi-même. Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre,
Elle pouvait sentir son souffle tiède contre ses lèvres, cette fragrance boisée qui lui était si familière, mêlée à l'odeur de tilleul et de nuit provençale. Léontine, son prénom naine était plus qu'un souffle sur sa bouche. « J'ai peur aussi », avoua-t-elle, « peur de ne pas savoir aimer correctement, peur d'être brisée. Mais avec toi, j'ai envie d'essayer. » Le premier baiser fut d'une douceur infinie. Leurs lèvres s'effleurèrent comme deux papillons, hésitantes, reconnaissantes. Puis, quand elle gémit doucement contre sa bouche, il l'attira plus près, l'approfondit avec une tendresse qui lui coupa le souffle. Elle se retrouva assise sur ses cuisses, leur corps épousant parfaitement leurs courbes respectives. Ses mains exploraient timidement son torse, redécouvrant la géographie d'un désir qu'elle avait cru mort. Lui caressait son dos à travers la soie, ses gestes respectueux et adorateurs. « Tu es sûr ?» murmura-t-il contre sa nuque, sa voix rauque de désir contenu. Pour toute réponse, elle l'embrassa de nouveau, avec plus de fougue cette fois. Elle était sûre de ses mains qui la vénéraient au lieu de la posséder, sûre de ses lèvres qui chuchotaient son prénom comme une prière, sûre de cet amour qui avait attendu patiemment qu'elle soit prête à le recevoir. Quand ils se séparèrent, essoufflés, elle lut dans ses yeux une promesse silencieuse. Ils avaient tout le temps, toute la vie pour apprendre à s'aimer sans hâte, sans violence, sans autre exigence que celle du bonheur mutuel. « Reste avec moi cette nuit », chuchota-t-elle, « juste pour dormir. » Sa voix était ferme, protectrice. « Tu n'es pas prête pour plus, et moi je ne veux que ton bien-être. » Cette délicatesse acheva de faire fondre les dernières résistances de Léontine. Main dans la main, ils remontèrent vers la chambre, leur cœur battant à l'unisson. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus peur de l'amour. L'aube se levait doucement sur les calanques, teintant la chambre d'une lumière rosée. Léontine s'éveilla lentement, consciente d'une présence chaude contre son dos. Le bras de Théophile l'enlaçait tendrement, et elle pouvait sentir son souffle régulier dans ses cheveux. Pour la première fois depuis des années, elle avait dormi d'un sommeil profond, sans cauchemar, sans sursaut d'angoisse. Juste cette paix absolue d'être aimée et protégée. Elle se tourna délicatement dans ses bras, observa son visage endormi. Les rides de fatigue s'étaient estompées, révélant cet homme de 31 ans qu'elle connaissait depuis si longtemps sans jamais vraiment le voir. Ses cheveux châtains étaient ébouriffés sur l'oreiller, ses lèvres entr'ouvertes. Une beauté simple, authentique, à 1000 lieues de la perfection froide d'Évaristo. « Tu me regardes dormir ?» murmura-t-il sans ouvrir les yeux, un sourire taquin au coin des lèvres. « Je me réveille », répondit-elle en caressant sa joue mal rasée. « Pour la première fois depuis longtemps, je me réveille vraiment. » Il ouvrit ses yeux noisettes, y plongea dans les siens avec cette intensité qui lui coupait le souffle. « Bonjour, belle endormie. Bonjour, mon sauveur. » Le baiser qu'ils échangèrent eut la douceur de l'aube provençale, tendre, prometteur, sans urgence, comme s'ils avaient enfin tout le temps du monde pour s'apprivoiser. Après le petit déjeuner sur la terrasse, café au lait et figues fraîches du jardin, Théophile disparut dans son bureau pour quelques appels professionnels. Léontine se retrouva seule face au chevalet qui l'attendait près de la fenêtre de sa chambre. Les tubes de peinture achetés au marché étaient soigneusement disposés sur une palette de bois patiné, à côté d'un assortiment de pinceaux neufs. Elle effleura la toile vierge du bout des doigts, le cœur battant. Combien d'années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait tenu un pinceau? Combien de rêves artistiques avait-elle enterrés sous les critiques d'Évaristo? Tes toiles sont banales, Léontine, sans âme. Tu ferais mieux de te concentrer sur des choses plus utiles. Sa voix résonnait encore, venimeuse, destructrice. Mais aujourd'hui, dans cette chambre baignée de lumière méditerranéenne, ces mots perdèrent de leur pouvoir. Hier soir, Théophile l'avait embrassée comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Ce matin, il la regardait comme si elle était capable de tout. Elle prit le pinceau le plus fin, le trempa dans le bleu outre-mer. D'un geste instinctif, presque automatique, elle traça une première ligne sur la toile, une courbe simple, comme l'horizon de la mer vu depuis la terrasse, puis une seconde, plus assurée, et une troisième. Peu à peu, le paysage prit forme sous ses doigts, pas exactement celui qu'elle voyait par la fenêtre, mais celui qu'elle ressentait. Une mer d'un bleu profond, presque mystique, des falaises blanches caressées par une lumière dorée, et au premier plan, une silhouette féminine de dos, cheveux au vent, contemplant l'infini. C'est magnifique. La voix de Théophile la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure, la regardait peindre avec une expression émerveillée. « Ce n'est qu'une esquisse !» protesta-t-elle soudain gênée.
c'est toi !» Il s'approcha, contempla la toile avec le regard expert de l'architecte habitué aux lignes et au volume. « Cette femme, face à la mer, c'est toi qui renais. » Léontine observa son œuvre naissante avec des yeux neufs. Effectivement, cette silhouette avait quelque chose de libérateur. Une posture droite, fière, ouverte vers l'avenir. « J'avais oublié, » murmura-t-elle, émue. « J'avais oublié comme c'était bon de créer. Tu n'avais rien oublié. » Il se plaça derrière elle, enlaça sa taille délicatement. « Tu étais juste empêchée. » Elle se laissa aller contre lui, savourant cette sensation nouvelle de être soutenue sans être étouffée. Sa présence l'inspirait au lieu de la paralyser. « Raconte-moi tes projets, » dit-elle en continuant à peindre. « Ceux dont tu rêves vraiment. Une école. » Sa voix se fit rêveuse contre son oreille. Une école primaire à Aubagne, avec des salles de classe ouvertes sur des jardins pédagogiques. Les enfants pourraient apprendre en pleine nature, cultiver leurs légumes, observer les saisons. C'est beau. Elle ajouta une touche d'ocre jaune aux falaises. Et ça te ressemble, toujours à penser aux autres. Et toi? Il resserra imperceptiblement son étreinte. Tes rêves d'avant? Léontine suspendit son geste. Ses rêves d'avant. Ceux qu'elle avait enfouis si profondément qu'elle avait fini par croire qu'ils n'avaient jamais existé. Je voulais décorer des intérieurs, pas pour les riches, pour les gens normaux, rendre leurs petits appartements beaux et chaleureux, avec pas grand-chose. Elle esquissa un sourire mélancolique. Je voulais que chaque foyer ressemble à un cocon. Tu peux encore? Il embrassa délicatement sa tempe. On peut même travailler ensemble. Moi, je conçois les espaces. Toi, tu les habilles. Cette perspective fit battre son cœur plus vite. Travailler avec lui, créer ensemble, bâtir des projets communs. Était-ce possible? Avait-elle vraiment le droit de rêver si grand après avoir passé 3 ans à ramper? J'ai peur de ne plus en être capable, avoua-t-elle dans un souffle. Regarde ta toile. Il tourna délicatement son visage vers lui. Tu peins comme tu respirais avant, naturellement, magnifiquement. Quand il l'embrassa, elle goûta sur ses lèvres la saveur sucrée de l'espoir. Autour d'eux, l'après-midi provençal déployait ses parfums de garrigue et de mer. La vie reprenait ses droits, lentement, mais sûrement. Son téléphone vibra sur la commode. Un message qui fit blêmir Théophile quand il lut l'écran par-dessus son épaule. « Tu ne peux pas m'échapper éternellement. Je connais tes faiblesses mieux que personne. À bientôt, mi amor. » L'ombre d'Évaristo venait de s'immiscer dans leur bonheur fragile. Et cette fois, Léontine comprit qu'il ne lâcherait jamais prise. Le message d'Évaristo avait empoisonné l'atmosphère comme une goutte d'encre dans l'eau claire. Léontine ne disait plus rien, fixant l'écran éteint de son téléphone avec cette expression que Théophile connaissait trop bien, celle d'une biche traquée, prête à fuir au moindre bruit. En quelques secondes, elle était redevenue cette femme fragile qu'il avait recueillie, effaçant tous les progrès de ces derniers jours. « Il ne peut rien te faire, » dit-il doucement, posant sa main sur son épaule tremblante. « Tu ne comprends pas. » Elle se dégagea, se dirigea vers la fenêtre comme pour échapper à un danger invisible. « Il sait exactement comment me détruire. Il connaît mes secrets. » Théophile sentit son estomac se nouer. Ces secrets qu'elle n'avait jamais osé lui confier, ces zones d'ombre de leur relation qu'il respectait sans les questionner. Mais aujourd'hui, face à la peur viscérale qui déformait son visage, il comprenait qu'Évaristo détenait sur elle un pouvoir qu'il ignorait. Quel secret, Léontine? Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes contenues. Dans la lumière de fin d'après-midi, elle semblait si petite, si vulnérable. Des choses que j'ai faites, que j'ai acceptées, pour qu'il me laisse tranquille. Sa voix n'était qu'un murmure brisé. Des compromis qui me dégoûtent encore. Théophile s'approcha lentement, comme on approche un animal blessé. Tu n'as rien à te reprocher. Quoi qu'il t'ait forcé à faire, ce n'était pas ta faute. Mais si, explosa-t-elle soudain, la colère remplaçant la peur. J'ai dit oui, chaque fois. J'ai dit oui, par lâcheté, par épuisement, par désespoir. Mais j'ai dit oui. Ça, elle s'effondra sur le lit, le visage dans les mains. Ses épaules étaient secouées de sanglots silencieux qui lui brisaient le cœur. Il y avait ses amis, ses collègues. Les mots sortaient par bribes douloureuses. Quand il avait trop bu, quand il voulait m'humilier, il me demandait d'être aimable avec eux, de sourire, de ne rien dire quand il... Théophile ferma les yeux, une rage sourde montant dans sa poitrine. Il commençait à comprendre l'ampleur des dégâts, la nature des traumatismes qu'elle portait. « Léontine, regarde-moi !» Elle releva son visage ravagé, et il y eut une honte si profonde qu'elle lui coupa le souffle. « Tu étais sa prisonnière, tu as survécu comme tu pouvais. Il n'y a aucune honte à cela. Tu dis ça maintenant.
Sa voix était amère, désabusée. Mais quand il racontera tout à qui voudra l'entendre, quand il publiera les photos, le sang de Théophile se glaça. Quelles photos? Il prenait des photos, discrètement, pour s'assurer que je ne le quitterais jamais. Elle essuya rageusement ses larmes. Il a tout, mes moments les plus humiliants, mes faiblesses. Théophile s'agenouilla devant elle, prit ses mains glacées dans les siennes. C'est du chantage, c'est illégal. On peut porter plainte, le faire arrêter. Avec quoi? Elle eut un rire sans joie. Ma parole contre la sienne? Un homme respectable, chirurgien renommé, contre l'ex-femme instable qui l'accuse. Cette logique implacable le terrassa. Dans le monde bien pensant d'Évaristo Beltrán, Léontine ne serait effectivement qu'une femme vindicative, une épouse éconduite en quête de vengeance. Alors on part. Sa décision fut prise instantanément. Loin, en Bretagne, chez ma sœur, ou à l'étranger, peu importe, on recommence ailleurs. Tu ferais ça? L'espoir qui fleurissait dans ses yeux le bouleversa. Tu abandonnerais ta vie ici? Ton travail? Ta maison? Pour toi? Sans hésiter. Le baiser qu'elle lui donna était salé de larmes mais empli de reconnaissance. Dans cette étreinte, il sentit toute la détresse de cette femme qui avait cru être seule au monde. « Mais il nous retrouvera », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Il ne lâche jamais. Et un jour, il mettra ses menaces à exécution. Alors on sera deux pour l'affronter. » Cette promesse sembla l'apaiser momentanément. Ils restèrent enlacés un long moment, puisant l'un dans l'autre la force de résister aux démons du passé. Le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, ce « N » n'était pas un message, mais un appel. Le nom d'Évaristo clignotait sur l'écran comme une menace hypnotique. « Ne réponds pas », chuchota Théophile. Mais Léontine fixait le téléphone avec une expression étrange. Quelque chose était en train de changer dans son regard. Une détermination nouvelle, fragile mais réelle. « Si », dit-elle d'une voix plus ferme, « il est temps que je lui parle. Vraiment, Léontine. Non, il faut que ça cesse, Théo. » Elle se redressa, essuya ses larmes d'un revers de main. « Je ne peux pas passer ma vie à fuir, à avoir peur de mon ombre. » Elle décrocha avant qu'il puisse l'en empêcher. « Évaristo !» La voix qui lui répondit était différente de d'habitude. Plus sombre, plus dangereuse. « Ah, mi amor, j'espérais que tu rappelles. Nous avons des choses importantes à nous dire. Je suis en bas de chez ton ami. Tu descends, ou je monte. » Théophile vit le sang se retirer du visage de Léontine. Par la fenêtre, il aperçut effectivement la moto noire garée devant le portail. Cette fois, Évaristo ne repartirait pas sans avoir obtenu ce qu'il voulait. La descente vers le portail lui parut interminable. Chaque marche de l'escalier en pierre résonnait comme un glas sous les pieds de Léontine. Derrière elle, Théophile la suivait, tendu comme un arc, prêt à intervenir au moindre signe de danger. Mais elle avait été claire. Cette fois, elle affronterait Évaristo seule. Il était temps de briser définitivement les chaînes invisibles qui l'entravaient. Évaristo l'attendait, adossé à sa moto, un sourire carnassier aux lèvres. Il portait une veste de cuir noir qui accentuait son allure de prédateur, et ses yeux sombres brillaient d'une satisfaction malsaine. Dans sa main, il tenait négligemment son téléphone portable. « Quelle ponctualité, Carigno! J'ai toujours aimé ça chez toi. Qu'est-ce que tu veux, Évaristo ?» Léontine s'arrêta à 3 mètres de lui, assez loin pour échapper à une éventuelle agression, assez près pour ne pas paraître fuir. « Ce que je veux ?» Il eut ce rire cristallin qu'elle détestait tant. « Je veux que tu cesses cette comédie pathétique, cette petite vie de couple parfait avec ton architecte de pacotille. » Il fit quelques pas vers elle, mais s'arrêta net quand Théophile bougea dans son dos. « Reste où tu es, bâtard. Cette conversation ne te concerne pas. »« Toute conversation qui concerne Léontine me concerne, » répliqua Théophile d'une voix dangereusement calme. « Ah, le chevalier blanc. » Évaristo leva son téléphone, l'agita comme un trophée. « Tu sais ce qu'il y a là-dedans, les vraies photos de ta bien-aimée, pas les portraits d'artistes qu'elle peint maintenant, les vraies, celles où elle sourit à mes amis, où elle fait exactement ce qu'on lui demande. » Léontine sentit la nausée monter dans sa gorge, mais se força à garder la tête haute. « Je n'étais pas moi-même, tu m'avais détruite, dressée comme un animal. » « Détruite ?» Il éclata de rire. « Tu adorais ça, tu redemandais. Tu me suppliais de te dire quoi faire parce que tu étais incapable de prendre une décision toute seule. C'est faux. » La colère explosa soudain en elle, balayant la peur. « Tu m'as brisé méthodiquement, tu as détruit ma confiance, mon estime de moi, ma capacité à dire non. Et maintenant, quoi ?» Il rangea son téléphone, s'approcha encore. « Tu crois que ce type va te sauver ?
Qu'il va accepter de vivre avec une femme qui s'est abaissée comme tu l'as fait, je l'accepte. La voix de Théophile, ferme et claire, coupa court au venin d'Évaristo. Il s'avança jusqu'à se placer à côté de Léontine, face à l'homme qui l'avait torturé. J'accepte tout de son passé, ses blessures, ses erreurs, ses moments de faiblesse, parce que je l'aime, vraiment, pas comme une possession, comme toi. Le masque d'Évaristo commença à se fissurer. Sa belle assurance vacilla face à cette déclaration simple mais implacable. Tu dis ça maintenant, mais quand ces photos seront sur tous les réseaux sociaux, quand tes collègues architectes les verront, quand ta famille saura qui elle est vraiment, alors on assumera. Théophile prit la main de Léontine dans la sienne. Ensemble. Tu ne comprends pas. La voix d'Évaristo montait dans les aigus, perdant de sa maîtrise habituelle. Elle m'appartient. Elle a toujours été à moi. Je l'ai façonnée, modelée. Non. Léontine fit un pas en avant, libérant sa main de celle de Théophile. Non, Évaristo. Je ne t'ai jamais appartenu. Tu m'as emprisonné, mais tu ne m'as jamais possédé. Sa voix gagnait en force à chaque mot. Tu sais pourquoi j'ai accepté toutes tes humiliations, pas par amour, par survie, parce que j'espérais qu'un jour tu te lasserais et que je pourrais m'enfuir. Menteuse! Il leva la main, prêt à la frapper, mais Théophile s'interposa instantanément. Touche-la et je t'envoie à l'hôpital. Évaristo recula, mais son regard ne quittait pas Léontine. Dans ses yeux, elle lisait maintenant autre chose que de la colère, de la peur de perdre son jouet, son pouvoir sur elle. Tu crois que c'est fini? Cracha-t-il. Ces photos existeront toujours. Cette faiblesse que tu as montrée existera toujours. Tu ne pourras jamais l'effacer. Ça, tu as raison, dit-elle calmement. Je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai vécu avec toi, mais je peux choisir ce que j'en fais. Elle sortit son propre téléphone de sa poche, commença à composer un numéro. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Sa voix était maintenant d'acier. Chantage, harcèlement, menace. Tu penses vraiment qu'un chirurgien respecté peut se permettre ça impunément? La panique passa fugacement dans les yeux d'Évaristo. Il réalisa soudain qu'il était allé trop loin, que ses menaces pouvaient se retourner contre lui. Tu n'oserais jamais, tu es trop lâche. Peut-être, Léontine continua de composer le numéro, mais je ne suis plus seul, et je n'ai plus rien à perdre. Évaristo comprit qu'il avait perdu. Cette femme qu'il avait cru briser à jamais était en train de lui échapper définitivement. Dans un dernier sursaut de rage, il remonta sur sa moto. Ce n'est pas fini, Léontine. Jamais. Il démarra dans un rugissement de moteur et disparut dans la poussière du chemin. Léontine resta immobile un long moment, le téléphone à la main, tremblant de tous ses membres, puis, lentement, elle se tourna vers Théophile. « C'est fini », murmura-t-elle, incrédule. « C'est vraiment fini ». Quand il la prit dans ses bras, elle réalisa qu'elle pleurait. Mais pour la première fois depuis des années, ces étaient des larmes de libération. Elle était libre, enfin libre. 6 semaines après la disparition d'Évaristo, Léontine contemplait sa première toile achevée. La femme face à la mer avait pris vie sous ses pinceaux, révélant des détails qu'elle n'avait pas consciemment planifiés. Les cheveux de la silhouette flottaient dans le vent comme une bannière de liberté, et ses mains ouvertes semblaient accueillir l'avenir avec confiance. Au loin, sur l'horizon d'un bleu profond, une voile blanche évoquait l'espoir d'horizons nouveaux. « Elle te ressemble », murmura Théophile en l'enlaçant par derrière. « Elle me ressemble maintenant », corrigea Léontine en se laissant aller contre son torse. « Avant, j'y étais différente, fermée, repliée sur moi-même. La villa avait retrouvé sa sérénité d'antan. Plus de téléphones qui sonnent à des heures indues, plus de regards anxieux vers la route, plus de sursauts au moindre bruit. Évaristo avait disparu de leur vie aussi brutalement qu'il y était revenu, probablement conscient que ses menaces ne trouvaient plus d'écho chez sa victime. « Tu veux qu'on l'accroche dans le salon ?» demanda Théophile, en désignant la toile. « Non ?» Léontine se tourna dans ses bras, plongea son regard dans ses yeux noisettes. « Je veux l'offrir à quelqu'un de spécial, à l'homme qui m'a rappelé que je savais peindre. » Sans l'émotion qui passa sur le visage de Théophile, la bouleversa. Cet homme qui lui avait tout donné sans jamais rien demander en retour méritait bien plus qu'une toile. Il méritait son cœur entier, ses rêves d'avenir, sa confiance retrouvée. « Théo », commença-t-elle, soudain nerveuse, « il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ?» Il caressa délicatement sa joue, attentif à la moindre nuance de son expression. « Je t'aime ». Les mots étaient assortis d'eux-mêmes, simples et évidents. Mais l'effet qu'ils produisirent sur Théophile fut saisissant. Ses yeux s'emplirent d'une joie si pure qu'elle en eut le souffle coupé. « Je t'aime », répéta-t-elle plus fort, avec plus d'assurance. «
Pas par reconnaissance, pas par peur de la solitude. Je t'aime pour ce que tu es, pour ta patience, ta générosité, ta façon de voir le beau en toute chose. Pour tes mains qui créent des espaces où les gens se sentent bien, pour ton rire qui me réchauffe le cœur. Léontine, laisse-moi finir. Elle posa un doigt sur ses lèvres. Je t'aime pour toutes ces années où tu as été mon ami sans arrière-pensée, pour ces moments où tu m'as sauvé sans que je m'en rende compte. Et je t'aime pour l'homme que tu es maintenant, celui qui me fait me sentir belle, intelligente, capable de tout. Le baiser qui suivit eut la fougue de toute une vie d'amour contenu. Théophile la souleva de terre, la fit tournoyer dans la lumière dorée de l'atelier improvisé. Quand il la reposa, ils étaient tous deux essoufflés, rayonnants. « J'ai attendu si longtemps d'entendre ces mots, avoua-t-il, le front contre le sien. Et maintenant ? Maintenant, j'aimerais te faire l'amour. » Sa voix était rauque de désir et de émotion. « Vraiment, comme tu le mérites. » Pour toute réponse, elle l'embrassa de nouveau, avec une passion qui surprit jusqu'à elle. Les semaines de tendresse patient, de gestes respectueux, de caresses retenues, avaient créé entre eux une tension délicieuse qui n'attendait plus qu'à exploser. Cette fois, quand il la porta jusqu'au lit au drap de lin blanc, ce ne fut pas pour la consoler ou la protéger, ce fut pour l'aimer, pleinement, totalement, sans retenue. Leurs corps se découvrirent avec une lenteur révérencieuse. Les mains de Théophile exploraient sa peau comme on explore une œuvre d'art, s'attardant sur chaque courbe, chaque grain de beauté, chaque cicatrice visible ou invisible. Il l'adorait littéralement, murmurant son prénom comme une prière. Léontine, de son côté, redécouvrait le plaisir d'être désirée sans être possédée. Sous les caresses de Théophile, elle retrouvait cette sensualité qu'elle avait cru perdue à jamais. Son corps répondait naturellement au sien, s'ouvrait sans peur, sans retenue, dans un abandon total qui la surprit elle-même. Quand ils s'unirent enfin, ce fut dans un élan si parfait qu'ils en pleurèrent tous les deux. Pas de tristesse, mais de joie pure. L'amour avait enfin trouvé sa place entre eux, évident et lumineux comme le soleil provençal. Plus tard, enlacés dans les draps froissés, ils regardèrent la mer par la fenêtre ouverte. Les parfums de lavande et de jasmin portés par la brise nocturne mêlaient leurs fragrances enivrantes. « Je veux tout partager avec toi », murmura Léontine contre son épaule. « Mes projets, mes rêves, mes peurs quand elles reviendront. Je veux construire quelque chose avec toi. »« Une maison ?» suggéra-t-il en caressant ses cheveux. « Notre maison ?»« Ah, maison, une famille, une entreprise. » Elle leva vers lui un regard pétillant. « Tu te souviens de ton école avec des jardins pédagogiques? Et si on la créait ensemble? Toi, l'architecture, moi, la décoration et l'aménagement des espaces pour les enfants ?» L'enthousiasme qui illumina le visage de Théophile valait toutes les déclarations d'amour. « Tu es sérieuse? Très sérieuse. » Elle se redressa, s'assit en tailleur face à lui. « J'ai envie de créer des choses belles et utiles, avec toi, pour nous, pour les autres. » Il la contempla un long moment, comme s'il gravait cet instant dans sa mémoire. Cette femme rayonnante, cheveux en bataille, peau dorée par l'amour, qui lui proposait de bâtir l'avenir ensemble. « Alors faisons-le, » dit-il simplement. Et dans ce oui sans condition, Léontine entendit la promesse d'une vie entière. Une vie où l'amour ne ferait plus jamais mal, où les rêves auraient enfin le droit d'exister, où deux cœurs guéris pourraient enfin battre à l'unisson. Dehors, la mer continuait son éternel va-et-vient, témoin silencieux de cette renaissance. Le rire cristallin d'une petite fille résonnait dans le jardin de la villa transformée. Léontine leva les yeux de sa toile, la 15e de sa première exposition personnelle, et sourit en voyant Théophile poursuivre Camille. 4 ans, entre les oliviers centenaires. La fillette aux boucles châtaines courait pieds nus dans l'herbe tiède, ses joues rosies par l'effort et la joie. Elle était arrivée dans leur vie 6 mois plus tôt, par l'intermédiaire des services sociaux de Marseille, une petite âme blessée qui avait besoin d'un foyer aimant. Léontine. « T'es Autriche, il fait semblant de ne pas courir vite », s'écria Camille en se réfugiant dans les bras de sa mère adoptive. « Mère ». Ce mot résonnait encore étrangement dans son cœur, mélange de fierté immense et de responsabilité vertigineuse. Mais quand la petite se blottissait contre elle le soir, quand elle réclamait une histoire avant de s'endormir, quand elle dessinait des maisons avec des cœurs rouges sur les murs, Léontine savait qu'elle était faite pour cet amour-là aussi. « Et alors ?» répliqua-t-elle en ébouriffant les boucles soyeuses. « Ça te permet de gagner, non ?»« Oui, mais c'est pas pareil. » Théophile les rejoignit, légèrement essoufflé, ses cheveux plus gris qu'avant mais ses yeux toujours aussi tendres.
À 33 ans, il avait trouvé son équilibre parfait. Mari, père, architecte reconnu. Leur agence, Espaces & Couleurs, remportait un succès grandissant dans toute la région PACA, créant des lieux de vie aussi beaux que fonctionnels. Les barbares arrivent, annonça-t-il, en désignant l'allée où une voiture venait de se garer. Léontine reconnut immédiatement la vieille Citroën de ses beaux-parents. Marguerite et Henri Charbonneau, 68 et 70 ans, avaient accueilli leur belle-fille et leur petite-fille d'adoption avec une chaleur qui avait achevé de guérir le cœur meurtri de Léontine. Ces dimanches en famille étaient devenus sacrés, rythmés par les récits de Henri sur son passé d'instituteur et les tartes aux abricots de Marguerite, grand-mère, grand-père. Camille élança vers eux, suivi par Théophile qui portait le sac de pique-nique. Seul dans son atelier de fortune, l'ancienne remise transformée en studio lumineux, Léontine contempla sa dernière création, une toile de grande dimension représentant une école maternelle baignée de soleil, avec des enfants qui jouaient dans un jardin pédagogique. Était l'école des Calanques, leur premier grand projet commun qui ouvrirait ses portes en septembre. Sur le bureau, une lettre officielle de la mairie d'Aubagne confirmait l'attribution du marché pour une crèche innovante. 3 ans après avoir recommencé à zéro, leur couple épanouissait aussi professionnellement. Théophile concevait les structures, Léontine créait les ambiances, et ensemble, ils donnaient vie à des espaces où il faisait bon grandir. « Tu rêvasses ?» La voix amusée de son mari la tira de ses pensées. Il se tenait dans l'embrasure, un plateau chargé de citronnade fraîche dans les mains. « Je réfléchis », corrigea-t-elle en s'essuyant les mains sur son tablier maculé de peinture. « Tu te souviens du jour où tu m'as trouvé dans ce café marseillais, avec mon papier de divorce qui tremblait entre mes doigts? Comment pourrais-je l'oublier ?» Il déposa le plateau, l'attira contre lui. « Tu avais l'air d'un oiseau blessé. Et maintenant ?» Il l'observa attentivement. Ses cheveux châtains qu'elle portait maintenant courts et libres, sa peau hâlée par les étés provençaux, ses yeux verts où brillait une sérénité nouvelle, ses mains tachées de couleurs qui témoignaient de sa créativité retrouvée. « Maintenant, tu ressembles à une femme qui a trouvé sa place dans le monde. » Elle se haussa sur la pointe des pieds, l'embrassa tendrement. Dans ce baiser, il y avait la gratitude pour le chemin parcouru, la promesse des projets à venir, et cet amour quotidien qui se nourrissait de gestes simples et de regards complices. Un cri joyeux leur parvint du jardin. Camille courait vers eux, brandissant un dessin coloré. « Regardez, j'ai fait notre maison. » Sur la feuille de papier, 3 personnages se tenaient par la main devant une villa ocre aux volets bleus. Au-dessus, un soleil jaune souriait, et dans le ciel, des mots maladroitement écrits « Ma famille ». « Elle est magnifique », murmura Léontine en s'agenouillant à la hauteur de la fillette. « Et tu sais quoi? On va l'encadrer et l'accrocher dans le salon, à côté de mes peintures. »« Vraiment? Comme une vraie artiste? Comme une vraie artiste ?» Camille repartit en courant montrer son œuvre aux grands-parents. Théophile et Léontine restèrent un moment silencieux, savourant cette paix domestique qu'ils avaient mis si longtemps à construire. « Des nouvelles d'Évaristo » demanda-t-il, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. « Aucune depuis 2 ans. » Elle haussa les épaules. « J'espère qu'il a trouvé une autre proie. Ou mieux, qu'il a compris qu'on ne possède pas les gens. Tu ne penses plus à lui. » Parfois, elle fut honnête, comme toujours avec lui. Quand Camille fait un cauchemar, quand je vois une femme abattue dans la rue, quand j'entends parler de violence conjugale, mais ce ne sont plus des pensées de peur, plutôt de compassion, pour la femme que j'y étais, pour toutes celles qui vivent encore ça. Cette sagesse née de la souffrance, elle, émouvait toujours. Léontine n'avait pas seulement survécu à son enfer personnel, elle en était sortie grandie, plus forte, plus empathique. « Au fait, » dit-elle avec un sourire mystérieux, « j'ai quelque chose à t'annoncer. »« Quoi ? » La galerie de Cannes veut exposer mes toiles, exposition solo, pendant tout l'été. Elle n'arrivait pas à contenir son excitation. « Renaissance provençale », c'est le titre qu'il propose. L'émotion qui traversa le visage de Théophile valait tous les vernissages du monde. « Je suis si fier de toi. On a réussi, Théo. » Elle contempla leur jardin, où Camille dessinait maintenant à la craie sur les dalles, entourée par ses grands-parents attendris. « On a vraiment réussi. » Le soleil déclinait doucement sur les calanques, teintant la mer d'or et de pourpre. Dans quelques heures, ils dîneraient tous ensemble sur la terrasse. Camille s'endormirait dans les bras de Théophile en écoutant une histoire, et Léontine retrouverait cette paix profonde qui l'habitait désormais chaque soir. Elle pensait parfois à cette femme brisée qu'elle avait été, à ses années perdues dans la peur et l'humiliation, mais sans amertume,
Ces épreuves l'avaient mené jusqu'ici, jusqu'à cet amour lumineux, jusqu'à cette famille choisie, jusqu'à cette créativité enfin libérée. Parfois, la rédemption ne vient pas seule. Parfois, elle arrive par la main d'un ami patient, qui sait attendre que nous soyons prêts à être sauvés. Et parfois, c'est la plus belle des histoires d'amour. Avez-vous déjà eu le courage d'aimer quelqu'un qui portait encore les blessures du passé? Croyez-vous qu'on peut vraiment guérir de tout avec de l'amour et de la patience? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.